voilà, on tient ce lien fort effectivement entre la recherche et la société civile. Alors, étant entendu d'abord et avant tout le milieu associatif, hein, bien évidemment. Alors donc nous sommes en train de finaliser, enfin c'est surtout Séverine, le comité société civile dont elle est la responsable, hein, et je l'en remercie énormément. Donc je pense que tout le monde connaît Séverine, mais enfin je rappelle quand même au cas où qu'elle est économiste, hein, qu'elle est membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes et qu'elle est également, et peut-être avant tout ce soir, présidente de l'association Une femme, un toit. Je la remercie donc d'avoir organisé cet événement et je remercie aussi la Cité Audacieuse avec qui nous sommes tout à fait heureuses de commencer, très impatients d'ailleurs, de commencer ce partenariat. On a d'autres échéances prévues, enfin en tout cas une au mois de mars sur les questions plus LGBTQ, hein, puisque ça risque d'être sur la transidentité. Et je remercie également qui va participer à la table ronde ma collègue et néanmoins amie Hélène Périvier, qui est un des piliers, une des pilières, je ne sais pas comment il faut dire, de la Cité du genre. Et puis également, je suis heureuse de faire la connaissance de Marie Loison et de Sandra Gidon. Donc, merci à tout le monde. Et puis, donc, bonne table ronde. Formidable. Merci, Gabrielle. Solène, je te laisse également la parole. Oui, bonsoir à toutes. Donc, je suis Solène Toutu, je suis la coordinatrice de la Cité Audacieuse. La Cité Audacieuse, c'est un projet de la Fondation des femmes. Et donc, pour rappel, la Fondation des femmes, c'est une structure qui se veut référente comme structure pour les droits des femmes et contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons que collecte la Fondation des femmes, son objectif, c'est d'apporter son soutien financier, juridique et matériel aux associations féministes, notamment aux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, d'abord. Et puis, donc, un des projets de la Fondation des femmes, c'était d'ouvrir un lieu qui puisse accueillir d'autres associations féministes et d'ouvrir un lieu qui puisse faire rayonner les droits des femmes. Et donc, c'est le cas depuis quelques mois. On a récupéré une ancienne école primaire qui appartient donc à la mairie de Paris. Et donc, on l'a récupérée on a une convention temporaire de 5 ans. Le but de ce lieu, c'est d'accueillir à la fois des bureaux d'associations féministes, donc depuis 1 an, il y a une quinzaine d'associations féministes, et au rez-de-chaussée, donc dans l'ancien préau en fait de l'école, on a un café associatif qui a ouvert et on veut accueillir justement des événements sur les droits des femmes et sur l'égalité. Donc, ça peut être justement des conférences, des projections, des ateliers, voilà, toujours proposés par des structures féministes, évidemment, et toujours sur les droits des femmes. Donc, voilà, évidemment, avec le confinement, on repense un peu tout, puisqu'on est du coup ouvert au public normalement depuis fin septembre, avec le café notamment qui peut accueillir du public, les événements. Donc là, on essaye de passer tous nos événements en digital, mais voilà, on est quand même ravis de pouvoir faire ça ensemble avec la Cité du Genre et de maintenir quand même ces événements et voilà, et de pouvoir participer à tout ça. Merci Solène. Oui, initialement, on devait justement être dans les locaux de la Cité Audacieuse et puis voilà, nous sommes virtuellement dans les locaux de la Cité Audacieuse, chacune dans sa petite Cité Audacieuse. Donc, on va peut-être commencer cette première table ronde, ce premier événement, donc consacré en fait à la question de la pauvreté des femmes, en se posant, alors bien sûr c'est une vraie question d'actualité, la crise sanitaire actuelle venant creuser les inégalités et accroître la pauvreté et notamment la pauvreté des femmes. Ici, la question va être plus large que la stricte question de l'actualité. On va interroger la visibilité et plutôt l'invisibilité de la pauvreté des femmes en France. Donc, les femmes sont très largement majoritaires parmi les très bas salaires. Elles restent majoritaires également parmi la population pauvre, néanmoins dans une bien moindre mesure que la part des femmes à très bas salaire, ce qui peut en partie interroger en fait la question de la mesure de la pauvreté et la visibilité des femmes pauvres.
Alors, dans une première intervention, Hélène Périvier, donc, qui est économiste à l'OFCE et qui est responsable du programme Présage de Sciences Po, présentera justement et interrogera ces questions de mesure de la pauvreté en France, et notamment via en fait la mesure via le ménage, qui est l'unité entre guillemets de mesure. Et ce ménage peut être facteur d'invisibilité de la pauvreté individuelle des femmes, mais elle peut aussi, ce ménage peut être aussi facteur de protection, peut être protecteur pour les femmes, tout en limitant néanmoins la visibilité des femmes dans les politiques publiques, notamment les politiques de retour à l'emploi. Donc ça peut être aussi un frein à la moindre pauvreté, en tout cas la sortie de la pauvreté. Dans une deuxième intervention, on laissera la parole à Marie Loison, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'université Sorbonne-Nord. Oui, on dit Paris-Sorbonne-Nord, voilà, et chercheuse au printemps. Et Marie reviendra sur une étude menée sur les femmes sans abri et sur l'expérience qu'elle a analysée des haltes de femmes à Paris, et interrogera justement le ciblage des politiques, de ce type de politique publique pour les femmes. Et puis enfin, on laissera la parole à Sandra Gidon, qui est responsable de l'association ADAGE, Accompagnement global contre l'exclusion, qui présentera tout le travail, l'important travail qui est porté qui est fait auprès des femmes en retour à l'emploi, en fait, par l'association, qui permettra de montrer aussi les freins spécifiques que rencontrent les femmes dans le retour à l'emploi. Peut-être qu'elle dira 2 mots également sur son chantier d'insertion sur les emplois, donc un chantier d'insertion sur les métiers de l'aide à domicile et du soin, c'est-à-dire des métiers très féminisés, en sachant qu'il y a très peu de chantiers d'insertion sur des métiers très féminisés. Ce sont souvent des dispositifs de l'emploi très réservés, en fait, très courants sur des métiers très masculinisés. Donc, c'est une démarche très innovante qui est portée par l'association. Et peut-être plus globalement, les questions de la spécificité des femmes chefs de famille monoparentale, ainsi que la question des violences faites aux femmes comme accélérateur ou comme générateur d'entrée dans la pauvreté sera, à mon avis, régulièrement abordée par les trois intervenantes. Voilà globalement. Hélène, tu veux essayer de partager ton écran pour ton intervention? Ça fonctionne. Super. Bon, je lance le diaporama pour 15 minutes, 10-15 minutes. Voilà, donc chaque intervenante a 10-15 minutes de temps de présentation. Et puis, je propose qu'on regroupe les questions à la fin des 3 intervenantes. Est-ce que ça vous va ou... C'est parfait. Pour moi, oui, c'est parfait. On t'écoute, Hélène. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je suis ravie de participer à ce premier événement pour vous présenter en tout cas une approche de la mesure de la pauvreté. Je voudrais aussi en profiter pour, disons, pointer quelques dysfonctionnements dans nos politiques publiques qui sont dans des problématiques très actuelles. Donc, ça va être une très courte présentation, peut-être un peu patchwork, mais je serai évidemment ravie de pouvoir échanger avec vous et répondre aux questions que vous aurez sur ma présentation qui sera nécessairement un peu trop rapide. Alors, donc, je vais essayer de montrer en quoi les mesures de la pauvreté sont problématiques. Donc, il y a plusieurs points dans ma présentation que je voudrais souligner. D'abord, et Séverine l'a bien dit, la mesure de la pauvreté aujourd'hui, et c'est vrai pas seulement en France, mais partout, est problématique parce qu'elle implique un dilemme entre l'individu et le ménage. Les taux de pauvreté sont calculés à partir du ménage. Donc, une personne pauvre, c'est une personne qui habite dans un ménage dans lequel le revenu par unité de consommation, je reviendrai dessus, est inférieur à la moitié du revenu médian. Donc, on voit bien qu'on considère plutôt le ménage comme l'unité de base, et vous voyez bien que ce n'est pas très propice
à avoir une perspective sexuée de la pauvreté. On va avoir un peu de mal à mesurer la situation des individus au sein de ce ménage. Ensuite, je voudrais un peu très rapidement discuter, et ça encore une fois Séverine l'a souligné, la question des minima sociaux et des injonctions à l'emploi. On sait que les minima sociaux sont assortis d'une forme d'injonction, en tout cas de devoir des allocataires de s'insérer dans l'emploi, et je voudrais montrer que c'est très genré, ces injonctions. Et puis ensuite, je voudrais peut-être faire un focus sur le risque de pauvreté. Si on ne peut pas vraiment bien mesurer la pauvreté dans sa façon d'affecter les femmes et les hommes de façon différente, en tout cas, le risque de pauvreté est lui aussi très important à prendre en compte, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent et que les femmes ont beaucoup plus à perdre, notamment parce qu'elles ont investi davantage dans des tâches familiales et domestiques et moins sur le marché du travail. Et là, voilà, on a une vraie question autour de la pauvreté des mères isolées. Et je finirai par la question du recouvrement des pensions alimentaires pour vous montrer quelques dysfonctionnements de nos politiques publiques et essayer de préciser un peu l'enjeu du recouvrement des pensions alimentaires. Alors, comme j'ai dit, mesurer la pauvreté, ça se fait comme partout au niveau du ménage, et c'est d'une certaine façon logique, puisque on sait bien qu'au sein d'un même ménage, il y a une forme de solidarité privée. Séverine l'a dit, c'est pas parce qu'on a un faible salaire qu'on est nécessairement pauvre si on vit avec quelqu'un qui a un salaire beaucoup plus élevé. Donc, ça, c'est des choses qui sont évidemment importantes à prendre en compte. On ne peut pas nier totalement la solidarité qui existe au sein des ménages. Et en même temps, la mesure que l'on utilise pour la fait comme si le ménage était une boîte noire, la famille était une boîte totalement homogène, dans lesquelles les individus mettent en commun leurs ressources, dans lesquelles chaque individu dispose du niveau de vie moyen de ce ménage. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord parce qu'on sait, à partir de statistiques, que les gens ne mettent pas intégralement leurs revenus, leurs ressources en commun dans les couples. Et puis, on sait aussi que les individus n'ont pas nécessairement le niveau de vie moyen du ménage. Ça peut être, vous pouvez l'imaginer au sein d'un couple, si l'homme gagne beaucoup plus, on peut imaginer qu'il s'octroie une consommation supérieure. Mais ça peut être aussi des parents qui se prient pour leurs enfants. Quand vous avez un logement trop petit, vous prenez pas de chambre et vous laissez la chambre à vos enfants. C'est particulièrement vrai pour les familles monoparentales, mais ça peut être vrai aussi au sein des couples. Donc on voit bien que voilà, il y a un vrai dilemme autour du ménage et de l'individu qui est très difficile à résoudre. Donc je ne voudrais pas dire que la mesure de la pauvreté et pas la bonne, parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à en trouver une meilleure. Mais voilà, il faut juste être conscient que ça masque un certain nombre de choses, et en particulier, ça masque des situations spécifiques aux femmes. Et puis, alors ça par contre c'est un point qui est extrêmement critiquable de ces mesures de la pauvreté, ça surestime énormément le niveau de vie des foyers monoparentaux, puisque je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions techniques, je serais ravie d'y répondre, mais on va considérer par exemple qu'une mère qui vit avec son enfant pour un même niveau de revenu a le même niveau de vie qu'un couple. Or c'est inexact, parce que quand vous êtes en couple, vous partagez une chambre a priori, en tout cas, vous avez des loisirs communs, vous avez tout un ensemble de consommations qui font que votre niveau de vie va être supérieur à revenu égal, alors qu'une mère isolée qui vit avec son enfant, cet enfant, il va avoir un espace, une chambre, un endroit pour faire ses devoirs. Les loisirs seront forcément limités. Donc voilà, vous avez ça, et ça, c'est assez problématique du point de vue des statistiques. Alors, juste pour vous montrer, même quand on prend au niveau du ménage, ici, vous avez un graphique qui vous montre les taux de pauvreté selon la configuration familiale. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour le détailler, juste pour vous montrer que ici, que le taux de pauvreté soit mesuré à 50% du revenu médian ou à 60% du revenu médian, les mères isolées sont les foyers les plus affectés par la pauvreté. Et encore, comme je vous l'ai dit, on sous-estime le niveau de pauvreté de ces foyers pour les raisons que j'ai explicitées tout à l'heure. Et puis, bien sûr, vous avez les modèles très spécialisés, monsieur gagne pas, madame au foyer. Eux, comme il n'y a qu'un revenu, effectivement, ils sont souvent plus affectés par la pauvreté. Et puis, vous avez en bas les ménages de 2 actifs qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants qui sont les moins affectés, parce que le plus souvent, ce sont des ménages qui ont des revenus plus importants.
Je voudrais dire un mot, donc encore une fois, j'en suis désolée, hein, je passe un peu vite d'un sujet à l'autre, mais je voulais aborder plusieurs thématiques qui me tiennent à cœur. Peut-être pour dire que les politiques de lutte contre la pauvreté, en particulier en France, on peut penser tout l'ensemble des politiques familiales, mais aussi le RSA, hein, qui est quand même le socle des politiques de lutte contre la pauvreté. Vous savez que le RSA, le revenu de solidarité active, implique des efforts particuliers de la part des allocataires de s'insérer sur le marché du travail. Eh bien, ces injonctions sont très différentes selon le statut familial. Lorsque l'on est en couple, eh bien, on va être beaucoup moins exigeant. Donc, le RSA est calculé au niveau du ménage, hein, encore une fois, et donc on va être beaucoup moins exigeant sur le retour à l'emploi de la conjointe, alors que si cette conjointe se sépare de son partenaire, on va exiger d'elle qu'elle retrouve un emploi au plus vite pour être autonome. Donc, c'est vraiment une vision, pour moi en tout cas, une façon très genrée de percevoir ces injonctions, quelle que soit la critique, en tout cas, elles ne sont pas du tout neutres de ce point de vue-là. Donc, je passe encore une fois un peu vite, mais on pourra revenir dessus sur la discussion. Alors, comme je vous l'ai dit, quand même, les politiques publiques quand même limitent fortement hein, la pauvreté des ménages en général et donc celle des familles monoparentales et donc en particulier des femmes, puisque 80% des familles monoparentales ont à leur tête une femme. Donc là, vous voyez, le taux de pauvreté avant transfert, il est de 60%. Hein, donc, il est réduit très fortement à 44% par les transferts publics. Donc, on voit l'enjeu majeur qu'il y a derrière les politiques publiques de redistribution qui, dans le contexte actuel, sont très clairement mises de côté. Hein. Donc, on n'a pas du tout d'annonce autour d'une refonte des politiques de lutte contre la pauvreté. Et on est très, très, très loin de l'enjeu, surtout que là, nous n'avons pas encore pris mesure de l'explosion des taux de pauvreté dus à la crise que nous traversons. Encore une fois, pour des raisons de mesure et de statistiques, mais il est évident, vu les retours que l'on a des associations et du terrain, que les taux de pauvreté vont exploser. On ne voit pas très bien comment on va pouvoir lutter contre ça sans une augmentation du RSA ou des minima sociaux. Voilà, je voudrais finir, je vais assez vite du coup, hein, mais ça laissera le temps à mes collègues de faire leur présentation et puis je serai ravie de pouvoir détailler davantage dans la discussion tous ces points. Je voudrais finir par un point qui est peut-être moins connu que ceux que je viens de préciser, qui est la question du recouvrement des pensions alimentaires, qui est un point très important pour les mères isolées et pour lutter contre la pauvreté, mais sur lequel je pense nous n'avons pas vraiment pris la mesure des enjeux. Les politiques publiques se concentrent aujourd'hui actuellement sur le recouvrement des pensions alimentaires. Or, le système social et fiscal dans lequel nous vivons est d'une complexité absolument monstrueuse, je ne vous le cache pas. Et il se trouve que par le truchement de cette complexité, dans certaines configurations qui sont loin d'être négligeables, le recouvrement des pensions alimentaires peut conduire à une réduction du revenu disponible des mères isolées. Ça peut paraître très contre-intuitif, mais en fait, lorsqu'elles recouvrent mieux leurs pensions, ces mères isolées voient une réduction notamment de leurs allocations logement et d'un certain nombre d'aides sociales qui finissent par finalement réduire le niveau de vie, en tout cas le revenu disponible. Alors là, je cite une étude que nous avons faite avec ma collègue Muriel Pucci dans le cadre d'un rapport pour l'OFCE. Mais ici, vous avez un cas type d'un parent isolé qui gagne le SMIC et qui a 2 enfants. Et vous voyez l'évolution de la pension alimentaire recouvrée par mois et le revenu disponible ici. Et vous voyez qu'à partir d'un certain niveau de pension recouvrée, vous avez une baisse du niveau de vie qui est liée notamment et beaucoup à la baisse des aides au logement, donc en violet. Et ça, c'est assez compliqué à expliquer, mais du coup, c'est quand même très important parce que si on ne regarde pas la façon dont ces pensions alimentaires sont traitées dans le système fiscal et social, on va accroître les difficultés financières et les taux de pauvreté potentiels derrière d'une partie des mères isolées parce que l'on a voulu absolument le recouvrement de ces pensions. Donc, je suis bien consciente que
comment dire, ce que je montre là est assez complexe. J'en trouve très peu d'écho en termes auprès de nos représentants politiques. Pourtant, je trouve que c'est extrêmement important et que la focale sur le seul recouvrement des pensions alimentaires ne permettra pas d'améliorer le niveau de vie des isolés si on ne revoit pas la façon dont les aides publiques sont calculées et dont les revenus sont pris en compte. Et puis peut-être un dernier focus sur ces politiques publiques pour dire que toujours s'agissant des pensions alimentaires, on a une grosse focale sur la fiscalisation des pensions alimentaires qui fait que dans l'impôt sur le revenu, monsieur qui paye une pension déduit de ses revenus imposables sa pension alimentaire que son ex-conjointe va pouvoir déclarer, ce qui moi me semble parfaitement cohérent en fait avec le système d'impôt sur le revenu. Ce qui moi me semble particulièrement problématique, c'est la façon dont le RSA traite ces pensions alimentaires, puisque monsieur va continuer à mettre les pensions alimentaires qu'il verse dans son revenu et donc ne sera peut-être pas éligible au RSA, et madame va devoir l'intégrer dans son revenu et donc ne sera peut-être pas éligible au RSA. Autrement dit, pour le dire de façon plus simple, pour les gens les plus pauvres, la pension alimentaire, elle est taxée 2 fois, elle est comptée 2 fois. Et ça me semble beaucoup plus important en termes de lutte contre la pauvreté que de regarder dans le système d'impôt sur le revenu comment ces pensions sont traitées, alors qu'elles le sont finalement de façon plutôt cohérente, mais pas du point de vue des minima sociaux. Donc voilà, je voudrais vraiment mettre l'accent dans ma présentation à la fois sur un problème de mesure, mais qui est en lui-même extrêmement complexe, mais plutôt aussi sur un problème de politique publique qui, du fait de leur complexité, en fait, aboutit à des situations qui, moi, me semblent complètement aberrantes. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues et puis je pense que nous aurons le temps de discuter plus longuement de toutes ces problématiques que je vous ai suggérées de façon très succincte et j'en suis désolée. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Hélène. C'était très clair. Marie? Oui. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Voilà. Merci beaucoup, Séverine. Est-ce que vous voyez... Est-ce que c'est bon? Oui. Oui? Oui, super. Est-ce que tu peux le mettre en diaporama éventuellement? Alors, je sais pas pourquoi. Hop. Hop. Voilà, super. Voilà. Parfait, merci. Merci et donc bonsoir à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir vous présenter alors trois des petits bouts de mes recherches. Donc une première recherche, une recherche que je mène depuis pas mal de temps maintenant seule sur les femmes sans domicile, et puis 2 recherches plus ponctuelles que j'ai menées avec Gwenaëlle Perrier sur la question des violences faites aux femmes sans domicile, et puis avec Rosanne Brault dans une des haltes pour femmes qui a été créée à Paris à l'hiver 2018-2019. Donc je vais faire moi aussi très très court et ça sera très frustrant pour moi en tout cas, sans doute pour vous aussi. Mais voilà, je vais essayer de vous présenter ça rapidement. Alors moi, je suis partie de cette question de la visibilité et de l'invisibilité des femmes. Donc c'est vrai, si tu peux passer, c'est vrai que c'est pas très pratique. Je suis désolée pour toi. Pas de problème, je fais ça. Bon, merci beaucoup. Donc sur cette question de l'invisibilité des femmes sans domicile, parce qu'on entend beaucoup, on a beaucoup entendu qu'elles étaient peu visibles. Et c'est vrai qu'en fait, quand on y réfléchit bien, dans les représentations sociales des SDF, quand on pense au terme SDF, au terme de sans-abri, de clochard, etc., on voit d'abord un homme d'une 50aine d'années dans la rue, voilà. Bon, il se trouve que cette image qui est assez commune correspond assez peu à la réalité du sans-abrisme aujourd'hui, non seulement parce que les personnes sans domicile ne sont pas, loin s'en faut, toutes dans la rue,
Elles sont le plus souvent des personnes qui vont d'un hébergement ou d'un type d'hébergement à un autre. Par ailleurs, il y a des femmes, donc évidemment je vais y revenir. Et puis, il y a un certain nombre d'autres caractéristiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui complexifient en fait les visages de l'exclusion. Et ces visages se sont beaucoup transformés au cours des dernières années. Et donc, on a vu apparaître de nouvelles populations, notamment des enfants, des familles monoparentales, donc qu'on a appelées familles, contribuant aussi à invisibiliser les femmes, puisque ce sont essentiellement des femmes avec des enfants. Alors, ces femmes sans domicile, elles sont aussi invisibles dans l'espace public, en tout cas moins visibles que les hommes. C'est aussi pour ça que les représentations sociales du SDF sont très androcentrées, parce que c'est vrai qu'elles sont moins nombreuses que les hommes. Alors, en 2012, elles représentaient 38% des sans-domicile. Et elles sont aussi beaucoup moins souvent sans-abri, puisque dans cette même enquête, elles étaient à peine 1%. Alors, je vous cite des données qui sont très vieilles, de 2012. C'est les seules données très, j'allais dire correctes. En tout cas, les meilleures données, on pourrait dire, dont on dispose aujourd'hui. On attend désespérément et avec beaucoup d'impatience la prochaine enquête de l'INSEE sur cette population. Il y en avait eu une en 2001, il y en a eu une en 2012. On espère qu'il y en aura une en 2022. En attendant, on est obligé de se baser sur des données quantitatives qui sont pas aussi complètes, aussi solides que celles qu'avaient menées l'INSEE et l'INED. Alors, les dernières données dont on dispose, en tout cas quantitativement et notamment sur Paris, c'est celle de la Nuit de la Solidarité, où là, on avait comptabilisé 12% de femmes à la rue. Mais c'est très insatisfaisant puisqu'il s'agit seulement de Paris et pas du tout d'une donnée nationale. Donc voilà, c'est pour ça que je vous cite des données un peu vieilles et j'en suis un peu désolée. Elles sont donc aussi peu visibles dans l'espace public parce que l'espace public, comme vous le savez évidemment, reproduit aussi les rapports de genre et que les représentations de cet espace public et les pratiques sociales des individus dans l'espace public font que les femmes, on considère que pour les femmes, cet espace public est beaucoup plus dangereux, ce qui entraîne des mobilités, des stratégies d'invisibilisation de la part de ces femmes, qui vont donc être plus mobiles, moins s'ancrées dans un territoire que les hommes, et développer donc des stratégies pour se cacher, se couvrir par exemple, ou apparaître au contraire, se couvrir pour ressembler à des hommes, ou bien peut-être trouver des endroits dans l'espace public plus cachés, au contraire s'habiller très normalement et ne pas montrer qu'elles sont très précaires et en situation d'exclusion liée au logement. Voilà, donc tout ça explique que dans l'espace public aussi, les femmes soient moins visibles. Elles sont aussi moins visibles dans les travaux de recherche sur les sans-domicile et sur le genre. Je vais aller très vite, mais en gros, les travaux importants, notamment en sociologie, sur l'exclusion, ont fait totalement l'impasse sur la question du genre quand ils se sont développés dans les années 90. La désaffiliation sociale ou la disqualification sociale, qui sont des concepts vraiment importants pour analyser la pauvreté d'un point de vue sociologique, n'ont pas du tout pensé l'exclusion des femmes. Et on trouve un peu cette même critique en ce qui concerne les travaux sur le genre qui prennent peu en compte finalement les femmes les plus précaires dans notre société. Je vais très vite parce qu'il y en a des travaux, mais ils sont très peu nombreux. Alors il y a un petit regain d'intérêt depuis quelques temps sur cette question des femmes sans abri et des femmes sans domicile. Voilà, là aussi je pourrais y revenir. Comme Hélène le disait tout à l'heure, on est obligé de faire un petit peu vite. Elles sont aussi invisibles dans les politiques publiques et donc ça rejoint un peu ma contribution à cette table ronde, rejoint un peu aussi les conclusions d'Hélène, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs qui sont vraiment pensés sur le modèle masculin, dans une optique universaliste, et on se rend compte après coup finalement que ces dispositifs ne fonctionnent pas parce que tout simplement on n'a pas pris en compte des caractéristiques des femmes qu'on allait accueillir au sein de ces dispositifs et chercher à accompagner
avec, par exemple, un travail social, etc. Alors, je voulais vous donner cet exemple des haltes pour femmes. Donc, c'est la diapo suivante. Des haltes pour femmes qui se sont donc créées à la pendant l'hiver 2018-2019. Donc, à la suite de cette nuit de la solidarité à Paris, il a été, voilà, les femmes sont devenues une sorte de nouveau problème public, et on a cherché à visibiliser ces femmes qu'on disait invisibles. Alors, ce qu'on a montré avec Rosanne Braud, c'est que finalement, ces dispositifs ont été pensés, je le disais tout à l'heure, sur un modèle masculin, et on a montré que finalement, il manquait leur cible. On avait conçu ces dispositifs pour accueillir des femmes qu'on a appelées grandes cassées, c'est-à-dire, pour aller très vite, des femmes clochardes, qui soient isolées, sans abri, donc à la rue, très désocialisées, avec un long parcours de rue ou d'errance, et qui ne recouraient plus aux dispositifs d'aide, pour essayer de lutter contre ce non-recours de ces femmes qui seraient dans la rue. On s'est rendu compte qu'en fait, les femmes qui fréquentaient ces dispositifs, c'était pas des grandes cassées, et que ces grandes cassées, elles étaient sans doute finalement assez peu nombreuses, en tout cas beaucoup moins nombreuses que ce qu'on pensait, ou en tout cas qu'elles n'allaient pas dans ces dispositifs. Donc nous, ça nous a intéressés, on a voulu essayer de comprendre pourquoi. On s'est rendu compte qu'en fait, les femmes qui étaient dans ces dispositifs, je dis on, mais c'est les acteurs en premier lieu, les travailleurs sociaux, les concepteurs, les gérants de ces dispositifs, se sont rendus compte que ces femmes, elles étaient plus souvent sans domicile que sans abri, qu'elles étaient en demande d'hébergement, en demande de logement, et que donc elles étaient loin d'être éloignées justement du logement et d'une certaine forme d'insertion dans un parcours de remobilisation, puisque c'est les termes qui sont employés, vers le logement. Finalement, elles étaient alors elles étaient bien invisibles, et elles étaient en effet assez mobiles, ce qui fait qu'on avait du mal à percevoir ces caractéristiques. Et on s'est rendu compte aussi qu'elles avaient des problématiques assez différentes de celles des hommes, et notamment, et ça on l'avait vu avec Gwenaëlle Perrier, et je vais y revenir, en ce qui concerne les violences de genre qu'elles subissent, et notamment c'est des questions de prostitution ou de traite. Ce sont aussi en grande partie des migrantes, des demandeuses d'asile, beaucoup plus en tout cas que les hommes qui fréquentent habituellement des structures d'accueil comparables. Donc des structures, je ne sais pas si je l'ai précisé, des structures d'accueil d'urgence comparables pour ces populations. Alors, pour aller un peu vite, donc c'est la diapo suivante, les femmes, en fait, ne sont pas des hommes sans abri comme les autres. Et c'est pourtant un peu comme ça qu'elles avaient été pensées, que les dispositifs à leur intention avaient été pensés. Alors certes, comme leurs homologues masculins, elles présentent un certain nombre de caractéristiques, j'allais dire classiques de cette population, qui ont été montrées déjà dès les années 90 par Maryse Marpsat ou Jean-Marie Firdion, qui ont commencé à travailler sur ces populations, avec l'enquête de 2001 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc elles ont des origines modestes, elles sont peu diplômées, elles ont rencontré des difficultés familiales pendant l'enfance, elles sont comme les hommes, elles ont plus souvent été placées par exemple. Mais ce qu'on a montré avec Gwenaëlle Perrier, et ce qui nous a intrigués finalement, c'est que justement le fait qu'elles soient moins nombreuses et surtout moins souvent sans abri, on s'est dit que finalement le processus de désaffiliation de ces femmes semblait moins souvent que les hommes les conduire à des situations d'exclusion très extrêmes. Donc on s'est demandé si elles étaient mieux protégées. Est-ce qu'on pouvait dire finalement que le genre jouait en sens inverse de d'habitude, qui d'habitude pour les femmes ça constitue plutôt un facteur d'inégalité. Et là a priori ça aurait été en leur faveur. Alors, ce qu'on a montré, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Le genre, c'est à la fois un facteur de vulnérabilité qui les expose à des formes de violence spécifiques, mais c'est aussi un facteur de protection parce qu'elles bénéficient en effet d'un accompagnement institutionnel un peu différent. Et donc, elles sont à la fois un peu mieux protégées et en même temps, elles ont des caractéristiques spécifiques peu prises en compte dans les dispositifs, comme je l'ai évoqué. Alors, en ce qui concerne les violences, donc les différents entretiens que j'ai pu mener avec ces femmes
montrent bien qu'elles ont, dans l'enfance, pendant leur vie adulte et dans leur expérience, dans leur carrière hein, de sans domicile, rencontré des violences, et notamment des violences de genre. Parce que, évidemment, cette population dans son ensemble, les hommes compris, ont vécu des situations violentes aussi, mais en ce qui concerne les femmes, on voit vraiment cette question des violences fondées sur le genre, c'est-à-dire sur un rapport de pouvoir asymétrique hein, entre les sexes, souvent dans la sphère privée, par des proches de sexe masculin. Donc aussi bien, je le disais, dans l'enfance, mais aussi à l'âge adulte, c'est souvent un facteur de déstabilisation dans les trajectoires qui va être un facteur direct de perte du logement ou bien qui va occasionner une trajectoire qui va conduire justement à cette perte du logement et notamment une trajectoire migratoire avec, dans le pays d'accueil, en l'occurrence pour nous en France, à une absence de logement. Évidemment, je ne m'appesantis pas, hein, mais dans l'expérience même de sans domicile, ces femmes, elles ont rencontré un certain nombre de violences. J'en parlais tout à l'heure avec la prostitution, la traite, les viols, etc. Alors, je vais très très vite. Hein. Le deuxième versant hein, de cette question de l'importance finalement de la prise en compte du genre pour comprendre les trajectoires de ces femmes, c'est qu'elles sont aussi un peu mieux protégées. Elles sont un peu mieux protégées parce que le genre va les protéger finalement des formes les plus extrêmes de la désaffiliation. Alors, j'ai montré hein, avec ces données de l'INSEE de 2012. Excuse-moi, Séverine, j'ai oublié de te dire de passer à la diapo suivante. Merci beaucoup. Elles vont bénéficier donc de meilleures conditions d'hébergement. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, elles vont être un peu plus souvent que les hommes quand elles seront dans des centres d'hébergement avec, par exemple, collectif. Elles auront plus souvent accès à une cuisine, par exemple. Ou bien elles vont pouvoir rester la journée plus souvent, enfin dans leur chambre, plus souvent que les hommes. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit la panacée, hein, parce qu'elles vont être aussi dans des hôtels beaucoup plus souvent que les hommes. Mais en même temps, dans la hiérarchie, si on peut dire, la segmentation hein, des différents types d'hébergement, qui vont donc de la rue jusqu'au logement, on pourrait dire, en passant donc par ces différentes formes d'hébergement, elles sont un petit peu mieux loties que les hommes. Je dis bien un petit peu mieux. On observe aussi dans ces données quantitatives une meilleure protection des mères et puis, toute chose égale par ailleurs, de toute façon, une meilleure protection des femmes que des hommes. Donc, elles ont accès à des logements, des hébergements qui sont un peu plus confortables que les hommes. En même temps, cette protection relative, hein, qu'on peut expliquer par les représentations sociales genrées, par des orientations qui vont être un peu plus facilitées par certains travailleurs sociaux, etc. Cette protection, elle les enferme aussi dans des normes de genre parce que, pour vous donner juste un exemple et aller très vite, je pourrais revenir, mais dans certaines structures d'accueil, dans certains dispositifs, on va leur proposer des ateliers, non pas de confection de CV ou des ateliers de recherche d'emploi, mais des ateliers esthétiques, des ateliers couture, des ateliers tricot. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, mais il n'empêche qu'on voit bien comment cette protection des femmes, parce qu'il y a un discours hein, qui va derrière, il faut qu'elles reprennent soin de leur corps, etc., ça les enferme aussi dans ces normes de genre qui les empêchent peut-être de s'en sortir. Alors, ce n'est pas évidemment, vous vous en doutez, aussi simple que ça, entre protection et vulnérabilité, entre protection et violence, parce qu'il y a une perméabilité des frontières entre ces deux pôles. La maternité va protéger certes les femmes parce qu'elles sont mères, mais en même temps, ça peut devenir un handicap. Quand on a 3 enfants, ça va devenir beaucoup plus compliqué de trouver des places d'hébergement. De même, la segmentation du secteur institutionnel dont je parlais tout à l'heure fait que les dispositifs à destination des femmes victimes de violences, par exemple, sont déjà peu nombreux, il n'y a pas beaucoup de place, en tout cas pas suffisamment, et puis ça nécessite une reconnaissance de ces violences. Or, il y a beaucoup de femmes sans domicile que j'ai rencontrées qui ne vont pas mettre ça en premier dans le discours qu'elles vont avoir face aux travailleurs sociaux et qui vont dire qu'elles ont juste besoin d'un logement et pas forcément parler de leur trajectoire migratoire qui a été, pour une grande partie d'entre elles, d'une grande violence et
et qui a laissé des séquelles importantes. Et puis, bien sûr, ce qui remet aussi en cause un peu cette distinction, hein, c'est évidemment le contexte de pénurie de places. Il y a des difficultés de prise en charge et un secteur de l'hébergement qui est complètement engorgé et qui fait que maintenant, alors c'était déjà un peu le cas en 2012, mais là, en 2020, même des femmes qui sont à la rue avec des bébés ou des enfants, on n'arrive pas à leur trouver de place. Et donc, cette relative protection, elle fonctionne pas bien quand le secteur est complètement engorgé et qu'il n'y a pas de place. Donc finalement, ce que je trouve intéressant en regardant plus spécifiquement les femmes, bon déjà c'est des femmes et que du coup cette question du genre elle m'intéresse, mais c'est aussi que plus globalement ces femmes sans domicile, elles révèlent un certain nombre de choses plus globales sur la prise en charge de la pauvreté et en l'occurrence ici de la grande pauvreté. D'abord, elles révèlent les impensés du genre de l'intervention sociale et des politiques publiques, parce qu'on voit bien comment des dispositifs sont créés dans une vision très universaliste, mais qui nient leur spécificité. Hein. Et puis, il y a une espèce d'impensé du genre hein, dans la manière dont les travailleurs sociaux, les intervenants sociaux vont essayer d'accompagner ces femmes. Et puis, ces femmes sans domicile, finalement, elles questionnent aussi les dispositifs d'accompagnement des personnes les plus en difficulté, parce que quand on crée ces dispositifs d'urgence, finalement, on ne pense pas à la place des femmes, on ne pense pas à leur spécificité, mais ça vient rajouter une couche, si vous voulez, sur le fait qu'on ne pense pas les caractéristiques des gens qu'on met dans ces dispositifs de manière plus générale, y compris les hommes. Et donc, on ne va pas forcément trop aller chercher quels sont les besoins de ces publics. On va mettre des lits et pas des fauteuils, on va leur proposer des collations et pas des repas. On va être dans une forme d'inconditionnalité conditionnelle, c'est-à-dire quand même demander aux gens un certain nombre de preuves. Hein, Hélène Périvier parlait de l'activation hein, des politiques publiques, c'est un peu ça. On va leur demander des preuves de leur bonne volonté de se réinsérer, d'être hébergés, etc. Et tout ça, ça participe aussi de leur renfermement dans un espèce de cycle de la prise en charge qui ne répond pas du tout à leurs besoins. Donc, ces femmes et ces dispositifs montrent bien que cette logique de l'urgence sociale, elle a des limites, notamment dans un secteur qui est très engorgé, et que laisser 4 jours à des personnes pour juste se poser, ça suffit pas à poser des mots sur des traumatismes de violence, sur le traumatisme de la vie à la rue, de la vie avec des enfants placés, etc., etc. Donc finalement, ces femmes, elles révèlent que les dispositifs de prise en charge sont en fait peu adaptés aux besoins des publics, des femmes, mais aussi des hommes. Voilà. Donc je m'arrêterai là. Hein. Je suis désolée pour le temps très, très court, mais merci Marie. Voilà. Merci beaucoup. Je vais quitter le partage d'écran. Sandra, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à toutes. Parce que je crois qu'on n'est que toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de participer à cette première soirée, d'autant plus que l'invisibilité des femmes a été le facteur qui nous a fait créer Adage. En fait, quand on a créé Adage en 2008, en insertion professionnelle, il y a vraiment une invisibilité de la question de la femme et du genre. On met beaucoup d'argent sur les dispositifs pour les jeunes parce qu'ils ont la bonne idée de brûler quelques voitures et de permettre qu'on ait peur d'eux et que du coup on fasse des choses. Et quand on a créé Adage, c'était vraiment en essayant de trouver des réponses à cette invisibilité et à un manque de dispositifs vers l'insertion, vers l'emploi, et donc un manque de prise en charge énorme aussi sur les freins. Donc, j'étais très touchée de participer à cette conférence sur invisibilité, visibilité. Quand on a créé Adage en 2008, l'idée, c'était effectivement de toucher ce public invisible parce qu'en fait, elles n'ont pas le temps. C'est ce qui les caractérise puisque elles font des démarches, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent des hommes quand ils sont là. Et l'idée aussi était évidemment que l'insertion professionnelle était une route vers l'autonomie.
une route vers l'accès à l'indépendance, et notamment par rapport à la question des violences et à d'autres questions, mais elle était aussi comme une pelote de laine qui permet de dérouler et de faire émerger tous les freins à l'insertion justement, mais qui, on le verra, sont plus larges en fait que l'insertion. C'est-à-dire que pour aller travailler, en fait, quand une femme vient à Adage et qu'elle pousse la porte, alors Adage, on est situé dans un quartier politique de la ville, du 18e arrondissement, et on accueille environ 300 femmes par an. On a fait le choix de ne pas répondre au marché public, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne qu'avec des subventions ou dans ce qui est notre formation professionnelle, des financements privés, de façon à pouvoir donner du temps aux femmes et être pas une association qui met les gens sous pression. Quand vous répondez à un marché, il y a des normes, il faut que les gens signent un jour, etc. Donc, nous, on a le temps et on a très peu d'actions qui soient de moins de 6 mois. C'est-à-dire qu'avec des rythmes différents et toujours adaptés. Mais donc, l'idée, c'était que pour aller travailler, eh bien, d'abord, il faut être quand même assez sécurisé sur certains sujets. Mais ça, on le travaille en même temps de chercher du travail. C'est-à-dire que les femmes poussent la porte, ce qu'elles veulent, c'est trouver un travail, en général le plus vite possible, parce qu'elles pensent qu'avec 3 fiches de paye, elles auront un logement, et puis que c'est ça qui va rassurer tous les travailleurs sociaux qui les entourent, etc. Donc, leur idée, c'est de trouver du travail. Mais en cherchant du travail, on s'aperçoit que, il y a un enfant qui n'a pas de mode de garde. Tiens, il y a un enfant qui est scolarisé dans un arrondissement et l'autre a une crèche dans un autre arrondissement parce que l'hôtel a changé. On s'aperçoit aussi que madame, au niveau de la mobilité, peut-être a quelques difficultés. Et puis, que pour aller travailler, il faut être en bonne santé. Si on n'a pas de lunettes, si en fait, on n'a jamais eu le temps de dire qu'on avait mal au dos et quand on porte des poussettes, quand on change d'hôtel le soir avec toutes ces affaires, le mal de dos, c'est assez fréquent. En fait, il faut être en bonne santé et il faut avoir des enfants en bonne santé. Et j'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a quelque chose de la santé qui se dégrade et surtout de mamans avec de plus en plus d'enfants handicapés. Et comment on fait pour aller travailler quand on a un enfant handicapé? En fait, ça va vraiment permettre de dérouler l'accès aux droits aussi et tout ce qui... Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne, je l'avais débranché, mais ça n'a pas marché. L'accès aux droits et de tout ce qui va faire frein, mais qui va émerger en même temps qu'on cherche d'emploi. C'est-à-dire qu'on ne va pas être intrusif. C'est vraiment tout d'un coup, j'ai un stage pratique, mais demain matin, mais en fait, je ne peux pas du tout y aller parce que je ne sais pas quoi, mais qui va faire qu'on va travailler en même temps. Donc, pour répondre à tous ces besoins des femmes, parce que l'idée, c'était aussi, le point commun pour entrer à Adage, c'est la précarité sociale. C'est-à-dire qu'on peut être analphabète ou bac plus 6, on a créé des dispositifs qui vont permettre d'accueillir les femmes. Donc, en gros, on a un gros pôle linguistique à visée professionnelle, donc pour des femmes qui ont besoin perfectionner leur français pour pouvoir travailler. On a aussi une action individuelle qui nous permet d'accueillir des femmes de tout niveau de qualification. Et l'année dernière, sur 130 femmes, on en avait quand même 45% qui étaient à bac plus 5 ou 6 et pas que à l'étranger. Et puis, on a donc un chantier d'insertion. Pour faire court, on a 4 axes à Adage. Le premier, c'est le projet professionnel avec une méthode québécoise où la spécificité, c'est de penser, d'avoir le postulat que seules les personnes peuvent décider pour elles, mais que faire des choix, ça s'apprend. Et du coup, dans cette méthode, il y a une méthodologie d'apprentissage du choix, ça s'appelle éducation au choix en fait, mais aussi qu'il faut se connaître soi-même en termes de valeurs, désirs et connaissance de soi, et puis qu'il faut connaître le monde qui nous entoure et donc le monde de l'entreprise. Et on travaille beaucoup sur la compréhension des impacts de l'organisation des entreprises sur notre vie professionnelle et notre vie professionnelle. On confond souvent métier et organisation. Par exemple, il y a énormément de femmes qui arrivent en disant « de toute façon, je ne veux plus faire le métier que j'aimais faire ». Mais on pourrait parler des infirmières en ce moment qui démissionnent. Ce n'est pas du tout le métier qu'elles n'aiment plus, c'est l'organisation qui a changé, c'est les objectifs inatteignables, c'est le manque de moyens. Et c'est vraiment important de comprendre aussi ce qui nous arrive par rapport à notre métier. Mais c'est aussi important de savoir que ça a un impact sur... Je ne sais pas si on est quelqu'un pour qui l'emploi, c'est quelque chose où on veut être rassuré, savoir ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Il faudra choisir
plus une entreprise avec des horaires très fixes et des tâches fixes, ou si on a l'esprit d'initiative, eh ben on sera dans une autre type d'entreprise. Quand il y avait le plein emploi, on se disait à l'époque à Paris, le problème, c'était pas de décrocher un emploi, c'était d'y rester. C'est malheureusement plus du tout le cas. Mais en tout cas, on avait travaillé sur comprendre les organisations des entreprises pour ça. Et puis aussi, on ne cherche pas l'emploi de la même façon dans une entreprise comme Monceau-Fleur, où on vous dit ce que vous faites à quelle heure, ou chez un artisan fleuriste, où on va vous demander d'avoir de l'esprit d'initiative. Donc ça, c'est pour le projet professionnel, avec des stages pratiques en entreprise qui sont un outil majeur pour trouver du travail. Le deuxième, c'est la communication verbale et non verbale. Il y a 15 ans, vous appreniez à faire un entretien d'embauche, vous le passiez, puis on vous embauchait. Maintenant, il faut savoir en entreprise s'exprimer sur tous les sujets en respectant la parole de l'autre, en ayant un avis sur tout, etc. Donc, on travaille beaucoup sur l'actualité et sur comment je parle le matin de ce qu'on raconte dans les journaux gratuits ou de ce qui se dit à la télé, etc. C'est devenu extrêmement important. Alors, l'idée n'est pas du tout de standardiser une communication, mais bien de permettre aux femmes qu'on accompagne de prendre confiance en leurs propres paroles et de savoir comment respecter celles de l'autre. L'année du mariage pour tous, on a beaucoup ri. Les costumes de Monsieur Fillon aussi. C'est clair que les attentats ou il y a plein de choses qui sont pas drôles, mais comment on en parle et comment, du coup, ça nous permet aussi de travailler sur la citoyenneté et de permettre aussi aux femmes d'échanger, etc. Et puis, bien sûr, savoir faire un entretien de rembauche. Et puis aussi comprendre que dans l'emploi, c'est pas à vous qu'on parle, mais c'est à la professionnelle. Comment je vais avoir une distance, c'est-à-dire que si je parlais d'infirmière, je parle à l'infirmière et non pas à Sandra, Solange, je ne sais pas quoi. Et comment je prends une distance par rapport à ça, ce qui permet d'éviter des susceptibilités. Le troisième axe, c'est accès aux droits et il y a un gros thème accès aux droits et aux devoirs. Alors, je vous avouerai qu'on est plus sur l'accès aux droits en ce moment que sur l'accès aux devoirs parce qu'il y a une telle dégradation. Nous, on a créé Adage en 2008, donc 2009, c'est le passage de l'allocation parents isolés au RSA majoré. On ne parle plus de parentalité, on ne parle plus que de aller travailler, mesdames. Il y a eu quand même une dégradation des droits dans toutes ces dernières années. Et actuellement, je ne sais pas, le renouvellement des titres de séjour, l'accès à la CMU, se soigner. Non seulement il y a déjà des vrais freins à l'emploi, mais il y a une explosion là de difficultés depuis 3 ans. Enfin, j'ai l'impression que je passe ma vie à le dire, mais qui est une vraie entrave à aller travailler parce que comme on est le pays de la pièce manquante, et bien quand vous trouvez du travail et qu'en fait il faut aller à un rendez-vous, vous allez devoir donner une pièce que vous avez déjà donnée 3 fois, c'est compliqué. Et puis quand même, Pôle emploi est fermé tous les après-midi, la CAF ferme au moins une semaine par mois pour faire les dossiers. Enfin bref, on travaille beaucoup sur l'accès aux droits et on va bien sûr au planning familial, on fait venir le point d'accès aux droits, on travaille sur l'égalité femmes-hommes, les violences, etc., etc. Et puis il y a un autre thème qui est l'accès à la ville et à la culture. Pourquoi ? Parce que en entreprise toujours, et quand on fait les visites de stage pratique en entreprise, quelquefois on dit « Madame fait tout bien », mais elle ne s'intègre pas. Et quand on disait à la fin « Mais pourquoi vous vous intégrez pas ? Pourquoi vous dites rien ?» Elle dit « J'ai pas grand-chose à raconter. » Parce que quand on est pauvre, on ne va pas au cinéma, on ne va pas au musée, on ne va pas au théâtre et on ne va pas au café. Alors, de toute façon, les femmes, elles vont beaucoup moins au café. Donc, on fait tout ça en disant à chaque fois, et à la bibliothèque, etc., en disant à chaque fois, en entreprise, quand vous pourrez parler de ça, vous n'allez pas vous exclure si un collègue je ne sais pas, si un collègue vous invite à aller au café et vous n'y êtes jamais allé, peut-être vous allez refuser et vous auto-exclure. Je pense que les femmes, comme les jeunes de cité d'ailleurs, est vraiment un public qui s'auto-censure beaucoup. Voilà, et notre dernier axe, c'est, vous vous en doutez, le numérique. On a monté, quand on est arrivé dans le quartier, ça va, oui, ça va, je vais pas trop. On a monté un chantier d'insertion qui, comme le disait Séverine, est un dispositif où les associations, donc c'est l'insertion par l'activité économique, l'idée c'est de salarier des gens pour pouvoir les aider à avoir une pérennisation dans l'emploi. Donc, on salarie tous les ans 16 femmes et des hommes quand il y en a, parce que c'est un métier qu'il faudrait masculiniser, pour les préparer à l'entrée en école d'aide-soignante. Et on a un partenariat avec Bichat, qui était le plus gros employeur du quartier quand on s'y est installé. Et elle travaille à moitié à l'hôpital Bichat en fonction d'aide-soignante ou en fonction d'aide auxiliaire de puériculture.
C'est des métiers, l'idée c'était déjà, moi j'ai beaucoup travaillé sur les services à la personne, permettre de sortir de cette précarité des services à la personne dans lesquels sont beaucoup de femmes et qui est souvent un choix par défaut et où on manque d'institutions, etc. Et d'équipes, ce qu'elles disent beaucoup dans le cadre des services à la personne. Et puis, il y avait aussi l'idée que quand on devient aide-soignante, on peut devenir infirmière, etc. Il y avait une idée d'ascension sociale. Cette ascension sociale, elle existe de beaucoup moins dans l'emploi. Alors, d'abord, je reviens au fait de ce que disait Séverine, pardon. C'est des dispositifs où il y a quasiment que des hommes. C'est-à-dire que les chantiers d'insertion, c'est du maraîchage bio, c'est balayer ou nettoyer les voies de la SNCF, c'est du bâtiment second œuvre, mais il n'y a quasiment pas de chantier d'insertion pour les femmes. Alors, heureusement, ça augmente un peu, on essaime, mais donc c'est vraiment important de se dire que ces dispositifs qui permettent, par exemple, nous, 1 an de chantier d'insertion, ça permet en général de sortir de l'hôtel parce qu'1 an de fiche de paye, alors c'est moins facile qu'avant, mais quand même, ça permet quelquefois de sortir de l'hébergement indigne, ça permet de mettre en place des gardes d'enfants et ça permet surtout d'avoir 1 an d'ACEDIC, enfin d'allocation chômage, pour pouvoir vivre quand on réussit l'école. Et ça, c'est important aussi parce que, et puis après de se qualifier. Et l'idée, moi, je pense, c'est qu'on est dans un pays où vraiment la qualification, elle est fondamentale. Alors moi, je suis très inquiète parce que, par exemple, aide-soignante, c'est ouvert là à un niveau 3e et soi-disant que les personnes ne sont pas assez motivées, ils aimeraient bien le mettre niveau bac, alors que justement, c'est très, très important, tous ces métiers de première qualification qui permettent ensuite d'être un ascenseur social. Et puis, effectivement, qui devrait s'ouvrir à plus de femmes et sur plus de secteurs dits féminins, même si c'est des secteurs mal payés, etc. Nous, c'est quand même un dispositif où on sait ce que disent les femmes après 10 ans. Nous, on a 75% d'accès à la qualification et 85% d'insertion professionnelle sur les 10 dernières années là, sur ce chantier d'insertion. Et c'est vrai que quand on a fait, c'est une action qui est souvent en danger parce qu'on n'est pas productif, on ne vend pas nos produits, on n'a rien à vendre. Et ce que disaient les femmes, c'était une des choses qui m'avait plus touchée, c'est une femme qui m'a dit, je lui dis, ça a changé quoi pour vous? Elle a dit, je peux acheter des baskets à mes enfants chaque fois qu'ils en ont besoin, je me pose plus de questions. C'était une femme avec 45 ans, elle venait voilà. Et je trouvais que c'était vraiment joli. Donc, le chantier d'insertion, ça c'est important. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est la dégradation de l'emploi et la dégradation de la qualité de l'emploi. Et là, on aimerait bien qu'il y ait des recherches là-dessus. Quand nous, on a ouvert Adage, il y avait eu un rapport du Sénat de Marie-Noëlle Lienemann qui disait que si la pauvreté en France avait un visage, c'était celui d'une femme. L'Oxfam en 2018 dit que si le travailleur pauvre avait un visage, c'est celui d'une femme. Et le drame, moi, de ma carrière, c'est qu'il y a encore 15 ans, quand une femme trouvait du travail, il y avait un impact immédiat sur la famille, donc sur la société. Les enfants qui arrivent en retard à l'école, c'est pas les enfants des femmes qui travaillent, c'est quand on n'a plus rien, plus d'objectifs pour la journée que le matin on se dépêche pas, quoi. C'est quand il y a plus personne qui se lève dans la famille. Et là, je pense que la dégradation de l'emploi où les contrats sont de plus en plus courts, et ça, c'est sur tous les niveaux de qualification. En plus, je voudrais le redire parce que on assiste vraiment. Alors, on sait, pour les femmes, il y a souvent des ruptures qui amènent à des choses, mais ces contrats de plus en plus courts, ce temps partiel imposé, ces horaires qui peuvent changer depuis les lois El Khomri à la semaine dans la grande distribution, maintenant industrialisation. Je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les supermarchés maintenant ouverts le dimanche, il n'y a plus de caissières. Donc, il y a aussi une disparition des postes qui sont alors mal payés et à temps partiel, mais qui continuent d'exister, qui sont en train de disparaître. C'est ça qui nous inquiète vraiment énormément. Et puis, le vieillissement des femmes qui arrivent. Et j'en ai pas parlé, mais l'invisibilité. Alors, Hélène a parlé tout à l'heure des femmes mariées. Parce que nous, les femmes à qui on doit payer des passes Navigo, c'est les femmes qui sont mariées parce que leurs maris ne veulent pas qu'elles viennent, parce qu'elles ne se soignent pas parce qu'elles n'ont pas la CMU et que le mari ne donne pas d'argent pour ni se balader, ni se soigner, qu'ils ne partagent pas. Enfin, il y a vraiment une invisibilité des femmes mariées qui nous touche beaucoup. Et puis, ce vieillissement, là, depuis 3 semaines, on a 3 femmes entre 60. Alors, c'est tout petit, mais
nous, on accueille des femmes entre 18 et 65 ans, 63 ans. Et là, on a des femmes de 68 ans qui arrivent en disant il faut vraiment qu'on retravaille, on n'a plus assez d'argent, etc. Voilà. Pardon, j'étais un peu dans tous les sens, mais… Merci beaucoup, Sandra. Je vais laisser la parole à… Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas à ouvrir votre caméra et votre micro pour poser des questions. Je propose qu'on puisse continuer l'enregistrement. Si certains ou certaines ne souhaitent pas être enregistrés, vous pouvez poser les questions par le chat également. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je peux bien en poser une. Oui, Laurence. Marlène Schiappa avait dit à un moment qu'elle allait faire des recherches pour arriver à l'émancipation économique des femmes. Je voulais savoir si ça avait été suivi des faits. Elle avait annoncé ça avant de quitter son poste de ministre dédié aux femmes. Merci. Merci. Peut-être on va prendre plusieurs questions. Qui veut intervenir? Oui. Bonsoir, oui, vous m'entendez? Parfaitement. Oui, alors je m'appelle Louise Lacoste, je suis en première année de doctorat, je travaille sur l'insertion par le travail des personnes sans domicile. Et en fait, donc le dispositif Premières Heures à Paris plus spécifiquement. Et en fait, j'ai une question peut-être un peu transversale sur les différentes interventions. C'est que sur mon terrain d'enquête et dans les associations où je travaille, puisque je suis en CIFRE, on se rend compte qu'il y a très peu de femmes par rapport a priori au public concerné par le dispositif. Et en fait, c'est un peu une interrogation que j'essaye de creuser dans mes recherches, mais bon, déjà, je suis au début de mon enquête et ensuite, c'est difficile. La question, c'est est-ce que c'est lié au… je pense qu'on est à 20 ou 30%, 15% de femmes en moyenne à Paris dans le dispositif. C'est a priori peut-être lié au type de poste dans les dispositifs et dans les associations partenaires, mais ça pourrait aussi être peut-être des freins à l'emploi spécifique des femmes, peut-être une autocensure, je ne sais pas. Est-ce que peut-être les intervenantes auraient des pistes de réponse à cette question? Voilà. Merci. Merci. Une autre question? Oui, moi, je veux bien poser une question. Avec plaisir, Rebecca. Voilà, peut-être plutôt du côté des enseignantes-chercheuses travaillant sur ces questions, mais toi aussi, Séverine, est-ce que vous avez le sentiment par ce que vos enquêtes montrent de pouvoir infléchir les politiques publiques et si oui, quels ont été à toute petite échelle les leviers qui permettent ça, ou qu'est-ce qui continue à poser un frein à ce qu'on rende plus visible la différence des sexes dans les expériences sociales et les trajectoires de vie? Merci, très ambitieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais me permettre de peut-être me donner la parole. Moi, j'avais quelques questions, notamment sur la question de l'accès à l'hébergement. J'étais intéressée par les conclusions de Marie sur le fait que les femmes pouvaient être davantage protégées, en fait, en accédant peut-être un peu plus facilement à des structures d'hébergement d'urgence. En même temps, je voulais mettre cette conclusion un peu en écho. Il y a eu un rapport, en fait, il me semble, mené par la Fondation des femmes et notamment par Louise Miragliese sur sur les risques, en fait, que les femmes rencontraient dans ces centres d'hébergement, notamment quand ces centres étaient non mixtes. Et donc, il y a aussi quand même une question de j'accède à un hébergement, mais est-ce que en fait je suis protégée malgré tout dans le fait que j'accède à un hébergement? Alors, ça pose toute la question en fait de la différence entre
la mise à l'abri et la mise en sécurité des femmes, qui sont des questions aujourd'hui très importantes. Il y a beaucoup d'annonces sur des créations de places pour les femmes victimes de violences. Et c'est un gros enjeu de budgétiser en fait des places de mise en sécurité et pas des places de mise à l'abri. Aujourd'hui, il y a un sous-financement très important des places qui sont créées. Voilà, peut-être j'avais une interrogation là-dessus, et puis notamment sur ces places d'hébergement. On ne dit jamais, par exemple, que les enfants comptent autant. Donc, par exemple, une femme avec 2 enfants, elle prend 3 places. Voilà, donc ça, c'est des vraies questions en fait en termes de politique publique sur les places d'hébergement. Et sur la question d'hébergement, je pense qu'en effet, il y a le problème de l'hébergement, mais je me demande s'il n'y a pas, en fait, d'abord peut-être un problème du logement. Et c'est parce qu'il n'y a pas de logement que l'hébergement est embouteillé. Voilà, c'était aussi une autre réflexion peut-être que j'avais, peut-être Marie ou Sandra. Je trouve qu'il y a des vrais problèmes d'accéder au logement en fait après l'hébergement. Voilà, et c'est une des vraies difficultés. Oui, quand ces centres étaient mixtes, oui, c'est ça, c'est-à-dire des risques. Je regarde dans le chat en même temps. Oui, c'est-à-dire que quand les centres sont mixtes, il peut y avoir il y a une enquête qui a été portée par la Fondation des femmes qui montrait les risques en fait que ces femmes pouvaient courir dans les centres d'hébergement mixtes. Voilà, c'était un peu des interrogations que j'avais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oups, là. Est-ce que vous m'entendez? Non. Oui, Claire, il faut brancher votre micro. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui. Donc, moi, c'est un petit complément parce que je sors du contexte. Moi, je suis chargée de visite à domicile pour des ménages en précarité énergétique. Et je constate qu'une grande majorité des publics que je vais voir et qui nous sollicitent, qui nous demandent de l'aide, ce sont des femmes. Et bien souvent des femmes seules ou des familles monoparentales. Et même quand ce sont des couples, soit des couples, soit des familles avec des enfants, c'est très souvent les femmes qui nous reçoivent. C'est-à-dire que l'homme n'est pas présent ou ne participe pas à la visite. Donc là, c'était... moi, je vois un lien parce que c'est des femmes parfois qui ont été à la rue auparavant et elles se retrouvent à l'abri. Elles ont soit des locations, soit elles sont propriétaires, mais dans des logements parfois indignes et en grande précarité énergétique. Des logements pas du tout isolés, avec des gros problèmes énergétiques. Merci. Après, voilà, et puis je me posais la question, pourquoi, alors c'est le côté sociologique, c'est pourquoi ce sont des femmes qui nous sollicitent? Est-ce qu'elles sont plus nombreuses en précarité énergétique? Ou est-ce que les hommes n'osent pas nous solliciter de l'aide? Merci. Peut-être qu'on va laisser les intervenantes répondre et un peu réagir. Il y avait une question sur le chat, Hélène, qui dit: à combien est fixé le seuil de pauvreté des femmes en France? Ne croyez-vous pas que le chiffre des femmes pauvres ne correspond pas à la réalité? Voilà. Je ne sais pas si on a bien compris la question, mais le seuil de pauvreté, il est fixé pas au niveau individuel, comme j'ai dit, il est fixé au niveau des ménages. Donc, c'est toute personne qui habite dans un ménage dans lequel le revenu par unité de consommation est inférieur à 60% du revenu médian. Donc, il n'y a pas justement pas de seuil qui permette d'avoir cette vision plus individuelle, entre guillemets, de la pauvreté. Donc, peut-être que je n'ai pas compris la question, mais je ne sais pas comment y répondre mieux que ça. Et puis, peut-être pour répondre à la première question et la question sur réfléchir les politiques publiques, peut-être pour vous dire que le rapport que j'ai mentionné de l'OFCE est un rapport qui n'est pas encore public. C'est un rapport qui avait été commandé par le service des droits des femmes à l'époque où Marlène Schiappa était ministre de l'égalité des femmes et des hommes. Je ne me souviens plus exactement de la labellisation du ministère, mais
et que nous n'avons pas encore remis ce rapport pour lequel nous avons voilà, un travail assez important sur la situation socio-économique des familles monoparentales et des mères isolées. Donc, on attend de pouvoir le remettre. Donc, je ne sais pas si elle va commander un autre rapport dans le cadre d'une autre mission sur la question de l'émancipation économique des femmes. Toujours est-il que pour faire le lien avec la question sur l'infléchissement des politiques publiques, je dois vous avouer que parfois c'est un peu, en tout cas en tant que chercheuse, c'est parfois un peu décourageant. J'appartiens à un centre de recherche qui fait énormément d'évaluation de politiques publiques et qui est assez médiatisé pour celles et ceux qui s'intéressent aux questions économiques. On est très souvent auditionné. Moi, je l'ai croisée, Marlène Schiappa, et je lui ai parlé de cette question des pensions alimentaires et du recouvrement et du véritable problème que ça posait en termes de politique publique. Et qu'ils auraient beau recouvrer mieux les pensions alimentaires, s'ils ne revoient pas l'articulation avec les politiques publiques, ils dégraderaient la situation de certaines femmes. Mais bien évidemment, ça se fait au prix d'une baisse des dépenses publiques en termes d'allocations et d'aide sociale. Hein. Donc, je n'ai eu aucun écho, je l'ai mentionné plusieurs fois, à chaque fois que j'y allais, je n'ai eu aucun écho, c'est parfois du coup extrêmement décourageant, mais j'espère quand même que ça fait partie en tout cas de notre rôle, en tout cas d'alerter dans le débat démocratique des dysfonctionnements de nos politiques publiques. Et voilà, j'espère que dans le cadre d'enjeux politiques peut-être plus importants, ces sujets-là reviendront. J'ai peu d'espoir, mais voilà, on continue quand même, il faut quand même continuer parce que je trouve que c'est quand même le rôle de la recherche de faire ce genre d'appel. Mais oui, parfois, non, je pense qu'on influe, enfin en tout cas, c'est pas insuffisamment pris en compte, en tout cas, les appels. Je ne sais pas, on va voir ce que disent mes deux collègues, mais voilà, je trouve qu'on alerte beaucoup et c'est peut-être pas assez entendu. Merci Hélène. Marie ou Sandra? La société civile essaye d'alerter aussi beaucoup, parce que nous, on a été auditionnés effectivement par le cabinet de Madame El Khomri, après par Madame Hélène Schiappa, notamment sur l'auto-entrepreneuriat, puisque nous, on disait que c'était vraiment, on a beaucoup alerté sur le fait que même en tant qu'aide à domicile, on peut vous proposer d'être auto-entrepreneur et que ce n'est pas forcément une solution. Voilà, mais bon, avec à la fois le sentiment que ça ne sert à pas grand-chose, mais au moins on l'a dit. Merci. Marie? Oui, moi, je vous rejoins. Hein. Malheureusement, je partage le sentiment un peu de découragement d'Hélène Périvier et celui de Sandra Gidon, parce que moi aussi, j'ai fait pas mal d'évaluation des politiques publiques et puis plus je vieillis et plus j'ai l'impression que ça fait longtemps que je répète les mêmes choses et plus ça va, plus j'ai l'impression que je vais devoir encore répéter les mêmes choses. Donc, évidemment, les choses changent un petit peu quand même. On voit apparaître, par exemple, de nouveaux dispositifs et donc, parfois, ça change. Comment dire, il y a des petites choses plutôt bien qui arrivent. En ce qui concerne, par exemple, le secteur de la prise en charge des personnes sans domicile, là, on est en train de faire un grand retour en arrière, à mon sens. Hein. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais je pense quand même qu'on est assez nombreux à dire que là, on voit un vrai retour de l'urgence sociale. On avait réussi, enfin les associations, hein, pas, je dis on à chaque fois, je m'inclus, mais il y avait eu une vraie avancée avec la mobilisation des enfants de Don Quichotte, quoi qu'on en dise, hein, et quelles que soient les questions, les clivages politiques, etc. En tout cas, il y avait eu une vraie remise en cause de l'urgence. Alors, non pas que l'urgence ne serve à rien, elle sert, hein, mais en tout cas des politiques d'urgence qui se chronicisaient. Et donc, il y avait eu vraiment une volonté politique de mettre fin à ça. Et aujourd'hui, on voit réapparaître, comme il y a une dizaine d'années, des structures d'accueil de très, très court terme. Je mettais tout à l'heure de 4 jours où on ne laisse pas du tout les gens se poser, où c'est finalement très contre-productif et pas du tout... comment dire, on s'inscrit pas dans la durée, donc du coup il n'y a pas de bonne prise en charge possible, quoi. Donc du coup c'est en effet un peu décourageant. Alors moi je garde un peu espoir
en me disant que c'est auprès des travailleurs de première ligne, des acteurs de terrain vraiment que nous, en tant que chercheuses et chercheurs, on peut avoir peut-être une utilité. Là, je prends l'exemple, par exemple, de ce dispositif d'accueil des haltes, où finalement, par notre travail on permet une forme de réflexivité aux acteurs qui sont bien souvent le nez dans le guidon, et c'est bien normal, hein, nous on l'est aussi par exemple à l'université, mais du coup quand on est vraiment les mains dans le cambouis, le nez dans le guidon, on a parfois du mal à voir ce qui se passe dans d'autres structures à côté, et souvent ça leur fait du bien quand même de savoir que bon, ils rencontrent des difficultés identiques et qu'on peut aussi peut-être essayer de réfléchir ensemble à par exemple, éviter d'avoir cette impensée du genre dont je parlais, c'est-à-dire essayer de mieux prendre en compte les caractéristiques des publics et peut-être notamment les caractéristiques des femmes pour proposer des petits ajustements à la marge dans les formes d'accompagnement qu'on propose. Donc, moi, c'est un peu comme ça que j'arrive à contrer ce découragement, même si, bon, bah voilà, en effet, quand on est évalué par de plus hautes instances, quand on nous demande une expertise, pardon, dans les plus hautes instances, on a parfois l'impression de répéter toujours un peu la même chose, quoi. Donc voilà. Peut-être pour répondre très rapidement sur le dispositif Premières Heures, en fait, il se trouve que dans l'association où l'une des haltes, qui a porté une des haltes pour femmes à Paris, il y a des chantiers d'insertion qui sont proposés, et donc il y avait une volonté de l'association en question d'inscrire les femmes qui seraient accueillies dans cette halte dans ces dispositifs de chantier d'insertion. En ce qui concerne le dispositif Premières Heures, alors je le confonds toujours avec un autre dispositif parce que je le connais pas très bien, mais il me semble qu'il y a des freins aussi pour les femmes notamment parce que, comme je le disais, elles sont plus souvent d'origine étrangère. Et en fait, il me semble que dans un de ces dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, il y a des conditions administratives qui font que c'est compliqué pour ces femmes demandeuses d'asile bien souvent de prétendre en fait à ces postes-là. Donc, il me semble qu'il y a ça. Et puis, par ailleurs, vous en parliez à demi-mot, hein, je pense que les types d'emplois qui sont proposés sont aussi souvent masculins et donc, voilà, les femmes s'y retrouvent pas tellement, quoi. Alors, du coup, très rapidement, puis après, je laisserai la parole sur l'accès à l'hébergement. En effet, alors je connaissais pas ce rapport, du coup je vais aller le consulter parce que ça m'intéresse beaucoup. En effet, je pense que de toute façon le non-recours à l'hébergement, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, il y a beaucoup de personnes sans abri qui disent qu'elles ne veulent pas aller dans certaines structures parce qu'elles y rencontrent des violences, parce qu'elles ne s'y sentent pas bien, elles ne s'y sentent pas en sécurité, etc. Donc, on peut tout à fait, j'imagine très bien que pour les femmes, ça soit plus compliqué et donc ça pose vraiment le problème de la mixité des structures. Alors, il y a des structures comme FIT, hein, par exemple, Séverine le dirait mieux que moi, où c'est une vraie volonté de favoriser cette mixité. Il y en a d'autres qui considèrent… Non, c'est pas mixte. Pardon, la non-mixité, oui, tout à fait, je pensais non-mixité. Pardon, oui, justement, donc c'est pas mixte. Donc, il y a une vraie volonté que ça soit pas mixte. Et il y en a d'autres pour qui la mixité… voilà, et fait partie intégrante de la vie en société et donc justifie cette mixité de cette manière-là. Bon, moi, j'ai pas d'avis particulier sur la question. En tout cas, j'ai un avis personnel, mais en tout cas, en tant que sociologue, je me suis pas positionnée parce que je pense que dans les deux types de discours, il y a des choses intéressantes à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est sûr que cette question de la mise à l'abri et de la mise en sécurité, je pense qu'elle n'est pas suffisamment posée. Ça rejoint un peu la question d'urgence sociale aussi que je posais, c'est-à-dire que on observe une très forte segmentation de la prise en charge. On a créé de multiples dispositifs en fait qui vont donc de la rue vers le logement aidé, mais vers le logement aussi de droit commun, hein, comme on l'appelle. Et en fait,
ces différentes places d'hébergement, enfin, c'est Cécile Brousse qui montrait très bien que pour grimper les marches de l'escalier, puisqu'on peut voir ça comme une sorte d'escalier à gravir, eh bien, il faut de plus en plus de capitaux. Donc, plus on a de capitaux au départ et plus on va gravir l'escalier rapidement, plus on rencontre des difficultés, plus on a eu des traumatismes, plus on a des ruptures dans sa trajectoire de vie, moins on a de capitaux, moins on y arrive facilement et plus on s'enferme, on reste scotché sur une marche, quoi. Et donc voilà, ça pose de vrais problèmes et il est clair que l'engorgement, enfin les problèmes de logement n'aident pas à ce que y ait une fluidité dans cet escalier, quoi. Donc tant qu'on n'aura pas vraiment résolu les problèmes de logement, même pour les personnes modestes, mais qui quand même arrivent à s'en sortir, qui ont des revenus pas très élevés, mais qui arrivent quand même, bon gré mal gré, à se loger, même elles ont des difficultés. Donc du coup, on se doute bien que pour les personnes qui sont plus bas dans l'escalier, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là et laisser la parole aux autres intervenantes. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre la parole. Non. Moi, je pense que sur les différentes questions qui ont été posées, peut-être sur la question du projet de loi en fait émancipation économique, il y avait quand même, il me semble, Hélène, dedans, et on retrouvait les dispositifs sur les pensions alimentaires. Donc, on voit que, comme tu le disais, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément bien compris de nos décideurs. Et puis, il y avait beaucoup d'éléments sur les questions d'égalité professionnelle et salariale. Et c'est vrai que les différents travaux, et je pense notamment aux travaux de Sophie Pochic, montrent que les dispositifs sur l'égalité professionnelle et salariale qui sont mis en place depuis plusieurs années bénéficient principalement en fait aux femmes les mieux insérées. C'est-à-dire que l'égalité professionnelle, les gagnantes de l'égalité professionnelle, ce que Sophie Pochic explique, ce sont les femmes cadres, en fait, et on le voit sur le marché du travail. Un des grands progrès, c'est quand même la féminisation des cadres, alors avec aussi quand même un développement des faux cadres, entre guillemets, avec beaucoup de cadres d'exécution, avec peu d'autonomie, etc., etc. Mais on a quand même une élévation de la formation des jeunes femmes et une féminisation des cadres. Et on a quand même très peu de progrès sur la valorisation des métiers très féminisés, le temps partiel imposé ou la part des femmes au SMIC. D'accord. Et quand on cumule le SMIC et temps partiel imposé, forcément, on arrive à des situations de travailleuses pauvres. Donc, sur la question de l'émancipation économique, voilà, je pense que c'est un projet de loi et que peut-être on peut un peu s'interroger sur vraiment, sur les avancées. Sur la question des politiques publiques, je trouve que ça pose beaucoup la question, en fait, rappelez-vous, il y a quelques années, quand même, les gouvernements s'étaient engagés à créer des études d'impact en amont, en fait, des politiques publiques pour essayer d'anticiper quelles seraient les conséquences sur l'égalité femmes-hommes de l'ensemble des dispositifs de politique publique. Aujourd'hui, on voit que ces études d'impact sont très peu menées et quand elles sont menées, elles sont lacunaires, on peut dire. Elles sont très, très, très succinctes. Et donc ça, c'est quand même un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a l'approche intégrée de l'égalité et peut-être la réflexion, alors avec d'autres collègues, nous on avait porté un rapport sur la question de l'emploi des femmes à l'époque du ministère de Najat Vallaud-Belkacem. Et l'idée, c'était de se dire, mais intégrons la question de la discrimination indirecte à tous les dispositifs de politique publique, c'est-à-dire interrogeons-nous s'il n'y a pas des éléments qui semblent apparemment neutres, c'est-à-dire des dispositifs qui semblent apparemment neutres, et puis quand on les applique, en fait, on s'aperçoit qu'ils génèrent des inégalités et que, en fait, ça peut être considéré même comme de la discrimination. Et cette notion de discrimination indirecte, pour moi, je pense qu'elle est insuffisamment saisie, elle est insuffisamment comprise par les politiques publiques, elle n'est pas intégrée, et quand on cherche à l'intégrer, eh bien, le législateur nous dit, mais vous regardez que les résultats des politiques publiques, vous regardez pas que, vous voyez bien qu'en amont, on ne discrimine pas. Et en fait, le législateur, pourtant, dans la notion de discrimination indirecte, il n'y a pas l'intention de discriminer. C'est-à-dire, il suffit qu'un dispositif
qui semble neutre, qui est sans intention de discriminer, mais qui peut en fait générer des inégalités, ce dispositif peut être assimilé à de la discrimination. Et donc, ça, voilà, moi je pense que c'est des éléments qui manquent et qui font que je trouve qu'on ne progresse pas sur l'intégration genrée, en fait, dans les politiques publiques. Moi, je suis un peu pessimiste, en fait, sur le fait de rendre visibles les spécificités des femmes dans les différents dispositifs de politique publique. Voilà. Après, il y a des choses qui progressent ponctuellement. Par exemple, actuellement, voilà, Pôle emploi a développé énormément d'initiatives, par exemple, sur le retour à l'emploi et l'accès à l'emploi des femmes victimes de violences. Donc ça, ce sont des dispositifs qui se créent. Ça y est, Pôle emploi a mis en place des actions, etc. Mais c'est aussi issu de l'action des associations et des chercheuses qui ont fait un travail de lobbying, qui ont fait des études, des rapports sur le sujet. Donc, il y a vraiment besoin aussi de cette articulation, il me semble, entre le monde de la recherche et le monde associatif et de la société civile pour pouvoir faire bouger les lignes et agir, entre guillemets, sur les acteurs construisant, en fait, les politiques publiques. Est-ce qu'on peut réagir à ce que tu as dit ou pas? Avec grand plaisir, Hélène. Moi, il y a 2 points sur lesquels je voudrais réagir très rapidement. Sur la première remarque que tu as faite sur une focale peut-être trop forte sur l'égalité professionnelle qui favorise plus peut-être des femmes bien insérées, je pense que c'est vrai, mais je pense que la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que l'égalité professionnelle, c'est de la régulation, mais c'est une hypothèse que je partage avec vous, je ne suis pas complètement sûre de ce que j'avance, mais c'est de la régulation de la part des pouvoirs publics. Entre guillemets, ça ne coûte pas grand-chose. C'est ensuite ces entreprises. Par contre, parler de ce dont on parle là ce soir, augmenter les minima sociaux, restructurer les politiques publiques, ça c'est de l'argent à mettre sur la table, et ça c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, ils s'engagent là-dessus. Je ne pense pas que ce soit intentionnellement on veut favoriser les mères, les femmes les plus qualifiées. C'est juste que c'est plus coûteux pour eux, et à la décharge des gens qui prennent les décisions, il y a des arbitrages en termes de finances publiques qui sont très largement faits à Bercy, avec vraiment, parfois, je peux vous dire, des ajustements qui sont extrêmement, j'allais dire, cyniques. Voilà, je ne peux pas trouver d'autres mots. C'est-à-dire que vous allez raboter un plafond, ça ne se voit pas, mais vous gagnez 200 millions. Vous allez niveler par le bas. Et ça rend ainsi, vous allez mettre sous condition de ressources des choses qui ne l'étaient pas. Vous ne pouvez pas imaginer la complexité du système fiscal et social. C'est inimaginable. Même nous, avec des modèles de microsimulation, on galère comme des malades pour comprendre exactement l'interaction de ces politiques publiques. Ce que eux aussi, les gens qui sont à Bercy font, ils le savent. Et vous avez ensuite des décideurs publics qui vont prendre des décisions sur la base de ça. Je trouve ça très dommageable au débat démocratique et je suis très inquiète de l'accroissement de cette complexité. Parce que je vois bien que du coup, quand je dis des choses, on va me dire que je fais l'experte, mais ce n'est pas du tout que je fais l'experte, c'est que je veux juste alerter sur le fait que c'est devenu trop complexe, parce que si on n'est pas expert, en fait, on ne peut pas comprendre les enjeux, c'est très compliqué. Et puis, juste un mot sur les études d'impact. Moi, je me souviens quand ça avait été mis en place par Najat Vallaud-Belkacem, le problème, c'est que ce qui était fait, franchement, ça ne valait pas tripette, quoi. C'est-à-dire que pour faire des études d'impact qui aient un impact, il faut vraiment du temps. Et il faut aussi des outils bien construits. Et ce n'est pas toujours possible, par ailleurs. Ce n'est pas toujours possible. Et du coup, moi, j'ai vu des trucs, mais ça donnait envie de rire parfois. Ouais. Et donc, si on prend au sérieux les études d'impact, alors il faut former les gens. Et moi, je sais que dans les pays anglo-saxons, le gender budgeting est très à la mode. Ce n'est pas toujours parfait, mais au moins, il y a une idée de systématisation des méthodes qui n'est pas un truc franchement fourre-tout où parfois on met 3 chiffres pour dire qu'on l'a fait, mais que franchement, ce n'est pas très intéressant. Donc, il y a une vraie question de formation de l'administration et de sensibilisation de l'administration à ces questions. Et pour compléter, je pense aussi que d'où l'intérêt aussi de défendre la recherche publique, qui est quand même bien mal en point, parce que ces mesures d'impact, ces espèces d'évaluation, quand elles sont menées par des petites boîtes qui courent en fait après les financements pour pouvoir exister, et je veux jeter la pierre sur aucune, et puis par ailleurs parfois sont aussi des collègues qui n'ont pas pu avoir de poste par exemple dans le monde académique, mais il n'empêche qu'on voit aussi
que la qualité, elle n'est pas là, quoi. Et donc, bon, je prêche un peu pour notre paroisse et j'en suis un peu désolée, mais je pense que là, vu l'état de l'ESR, enfin de l'enseignement supérieur de la recherche, on peut se le permettre en ce moment de prêcher un peu pour notre paroisse. Mais moi, je suis très inquiète aussi de ça, c'est-à-dire qu'on voit aussi que cette évaluation des politiques publiques, elle est de moins en moins faite par des chercheurs indépendants, en tout cas qui sont payés par la société en fait, hein, qui font vraiment un travail de recherche publique. Et c'est un petit peu compliqué parce que du coup, on voit aussi que souvent, ça va dans le sens des financeurs et que, voilà, ça me pose un peu question, quoi. Donc forcément, nous, quand on arrive et puis qu'on critique un peu les choses et qu'on montre les dysfonctionnements, parfois, les acteurs de terrain ne sont pas trop habitués, ça leur fait pas toujours plaisir. Donc, ça continue de répondre aussi en partie à la question sur le sentiment d'infléchir les politiques publiques et sur les réactions des politiques publiques à nos recherches. Parfois, ils sont pas très contents, quoi, parce que aussi on va un peu trop souvent dans le sens du poil pour eux. Donc, Mais, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut un autre mot? Je vois, merci pour ces exposés. La recherche doit absolument être financée correctement dans le système fiscal et social, ne serait-il pas énormément simplifié par un revenu de base inconditionnel? Voilà, c'est peut-être on fera une autre table ronde sur ce gros sujet. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Peut-être qu'il est l'heure d'aller se reposer, d'aller dîner. Je pense que les échanges ont été très intéressants. Merci beaucoup aux intervenantes et j'espère que, voilà, en effet, on fait ça en numérique, c'est peut-être moins vivant, mais en tout cas, on s'est adapté. Et voilà, c'est un premier événement, il y en aura d'autres. Avec grand plaisir pour faire communiquer société civile et monde de la recherche. C'est toujours, riche et intéressant, notamment quand on questionne les politiques publiques, mais pas seulement. Voilà, merci à tout le monde. Merci. Merci.